Comment répondre? C'est la question que se pose l'Europe et l'OTAN face aux incursions de drones russes de plus en plus fréquentes. On va discuter de ce sujet. Pour ça, je suis avec Nicolas Barotte. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, spécialiste des questions de défense au Figaro. Et vous signez justement un article sur le sujet. On a parlé de la semaine dernière, de ces survols de drones russes. On peut dire que ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas, parce que c'est très facile de faire voler un drone, de le faire s'approcher d'un site, d'un aéroport, d'une base pour créer des perturbations. C'est très simple à manier, ça va relativement vite, et après on peut le faire s'éloigner tout aussi rapidement et échapper aux contre-mesures que peuvent mettre en place les autorités. Donc c'est très compliqué de pouvoir identifier, caractériser, et après intervenir, parce que en fait, il y a des drones. Il y a l'opérateur du dimanche qui s'amuse, il y a le touriste, et puis il y a l'acteur malveillant. Quand on parle justement de ces drones qui ont survolé les aéroports, quand on parle d'un drone, nous, dans notre tête, on a ces petits drones qui volent. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des drones plus gros? Alors l'enquête est encore en cours, donc Mhm. justement il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est des petits drones quadricoptères, ou Mhm. plus gros, qui volent plus longtemps? C'est vrai qu'une hypothèse qui est explorée, c'est que ces drones soient partis de la mer Baltique, depuis des bateaux, on en Mhm. parlera, de la flotte fantôme russe. Et donc ça suppose un peu plus d'allonge, comme on dit, parce que la distance est plus grande. Et là encore, c'est la difficulté de savoir précisément ce que c'est, parce que un petit drone, même si c'est malveillant, ça remporte peut-être une petite charge. Un plus gros drone, c'est plus dangereux. Donc, savoir comment réagir, tout dépend aussi de savoir quelle est la menace. Mm. Alors, depuis le début, c'est la Russie qui est suspectée. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des preuves plus puissantes qu'avant, on peut le dire? Il y a des suspicions, parce Mhm. qu'il y a un contexte, d'abord, de guerre hybride qui est menée par la Russie, avec des incursions de drones, que ce soit accidentelles ou pas. On a vu ça en Pologne en septembre. On a vu des avions russes, des MiG-31, qui ont survolé l'espace aérien estonien. Mhm. Donc il y a un contexte qui fait que quand il y a ce genre de perturbation, évidemment, on se pose la question de la Russie. Après, il y a des faisceaux d'indices. Là, les enquêtes sont en cours, mais on a vu effectivement ces bateaux de la flotte fantôme qui se rapprochent des côtes danoises et qui potentiellement ont pu faire décoller ces drones. Ils ont eu un comportement qui est suspect. Mhm. Et maintenant, c'est tout l'enjeu, c'est d'apporter des preuves. C'est que il y a un faisceau d'indices, mais si on veut attribuer cette action à quelqu'un, mais il faut un peu l'étayer. Mhm. Avoir des C'est trop preuves. facile, bien sûr. Sinon, c'est simple pour Moscou de dire vous m'accusez faussement, et c'est toute l'ambiguïté de ces attaques hybrides qui sont sous le seuil du conflit et qu'on peut nier quand on Mhm. est l'auteur. Alors, on en parlait la semaine dernière, ça arrive dans des pays qui sont plutôt proches de la Russie. Là, ça se passe au Danemark, un peu plus loin, mais qui accueille un sommet européen en ce moment. Voilà, c'est même c'est des images qui sont en direct avec le Premier ministre espagnol qui est en train de s'exprimer. Euh, S'il y a un contexte très particulier. Bien sûr, l'action malveillante qui est caractérisée quand même, elle vise à perturber le Danemark, parce qu'il y a d'une part ce sommet européen qui est consacré en grande partie à la défense européenne et à l'aide à l'Ukraine, Mhm. parce que le Danemark aussi est un acteur non négligeable dans le soutien à l'Ukraine, avec des achats de matériel pour les Ukrainiens. Donc Copenhague est très actif dans la défense. Donc la volonté de déstabilisation contre le Danemark, elle se comprend. Et toute l'idée de cette guerre hybride menée par la Russie, c'est justement de faire peur, de déstabiliser les pays européens, les opinions publiques, et aussi même de détourner l'attention. C'est que quelque part, qu'on se pose davantage la question de notre protection plutôt que de l'aide à l'Ukraine, qu'on Mhm. consacre plus de moyens à notre défense plutôt qu'à fournir des équipements aux Ukrainiens. Donc les effets, ils sont multiples. Mhm. Effectivement. Alors, vous avez parlé de la flotte fantôme. Il y a un bateau qui a été intercepté, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, au large des côtes françaises. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait si ce bateau a pu servir justement de base pour lancer ces drones? Bah, c'est toute l'enquête, c'est Mhm. justement tout l'intérêt, tout l'enjeu qu'il soit arraisonné, que des militaires français soient montés à bord. C'est justement pour collecter des indices, Mhm. des preuves. Donc il y a 2 membres de l'équipage qui ont aussi été arrêtés. Donc maintenant, il faut judiciariser le processus, il faut mener l'enquête. Et là encore, c'est la difficulté, c'est que un bateau, même suspect, qui navigue dans les eaux internationales, bah, il a le droit. Donc
Pour pouvoir l'arrêter, il faut avoir des arguments. Ensuite, pour pouvoir avoir une action contre lui, il faut avoir des preuves. Comme ces bateaux sont enregistrés dans des pays tiers sous de faux pavillons, c'est que remonter le fil de l'enquête jusqu'à la Russie est très difficile. Alors, pour faire ça, les Occidentaux, les Européens, ont mis en place déjà une surveillance des bateaux suspects en mer Baltique, donc qui partent de Saint-Pétersbourg ou de Kaliningrad, pour les tracer, Mhm. pour voir qui ils sont, pour faire des photos, enregistrer des comportements, pour pouvoir détecter ceux qui sont vraiment suspects, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont susceptibles de transporter du pétrole, donc de contourner les Mhm. sanctions contre la Russie ou non. Et ensuite, il faut réussir à mettre en place les outils juridiques pour pouvoir arrêter ces bateaux. Il y a déjà eu un cas de figure d'un bateau qui a été arrêté au large des côtes françaises, Mhm. suspect. Et après, il est reparti parce qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve contre lui. Mhm. Oui, et on suivra bien sûr pour voir ce que ça peut donner. Comment on lutte finalement contre ces drones dans le ciel? D'ailleurs, juste avant, j'ai lu dans votre article, j'ai appris qu'il y a une équipe ukrainienne qui est sur place à Copenhague parce que finalement c'est eux qui savent le mieux se défendre contre les drones. De fait, depuis 3 ans, ils mènent une guerre qui est composée beaucoup de drones. Mhm. Donc, ils ont une expertise en termes de détection, caractérisation, brouillage, etc. Et donc, c'est traduit. C'est aussi un symbole de montrer la coopération entre les Européens et les Ukrainiens. C'est que toutes les expériences sont bonnes à prendre. C'est que, comme on l'a dit au début, il y a drone et drone, il y a petits drones, il y a drones de longue portée. Voilà, il faut savoir caractériser les choses. Et l'essentiel, c'est aussi de ne pas surréagir, en fait, parce qu'il ne faut pas se laisser faire, avoir des réponses très nettes pour empêcher ces survols, mais il ne faut pas non plus croire qu'on va abattre tous les drones, parce que c'est Mhm. très compliqué. C'est Mhm. détruire un drone au-dessus d'un aéroport, ben, c'est générer des débris, donc c'est paralyser l'aéroport. Donc c'est exactement ce que peut rechercher aussi l'acteur malveillant. Donc quelque part, il faut réussir à les détecter assez en amont. Mhm. Il faut pouvoir arrêter les opérateurs, mais c'est pas seulement est-ce qu'on peut les intercepter quand ils sont en vol. Ça, c'est une partie du problème, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas l'ensemble de la question. Donc il faut des moyens de détection, donc c'est des radars. Mhm. Les Ukrainiens ont aussi développé des capteurs acoustiques, parce que ces drones font du bruit, et donc si on les entend, on peut les voir venir. Ensuite, il faut des brouilleurs, parce que c'est le moyen le plus simple pour les intercepter, avec un problème de puissance, de distance, pour que ce soit efficace. Ensuite, il faut aussi des centres de commandement, où on fusionne tous les systèmes, parce qu'à Copenhague, il y a les Français, les Suédois, etc., qui ont apporté leurs moyens. Il faut que tout se branche dans un seul poste de commandement, Mhm. que tout se parle, et qu'on puisse, en temps réel, pouvoir agir, Mhm. et pas en 1 heure, Oui. et quelques minutes. Oui, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que tout le monde se mette d'accord, il faut que tout aille vite finalement. Exactement. Mhm. Donc, toutes ces procédures qui existent déjà dans les démocraties, dans nos pays, pour la protection du ciel, elles étaient faites pour des menaces de type avion, un peu Mhm. du genre 11 septembre 2001. Et donc, vous avez décollé un avion pour intercepter un avion suspect dangereux. On voit bien que ça ne marche pas contre un petit drone qui peut décoller De à n'importe quelques où. kilomètres Mhm. d'un site. Donc il faut adapter la même logique, détection, caractérisation, réaction, à des objets plus petits, plus mobiles. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi la question de le faire sans perdre énormément d'argent, parce que ça coûte cher, justement. Attendez, je vais vous montrer ces images en direct de Copenhague, de ce sommet avec Zelensky, justement, qui est sur place aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'était sur ces drones, j'ai perdu ma question. Je vais vous en poser une autre. Alors, est-ce que l'Europe répond de façon suffisamment unie à cette menace, ou est-ce qu'on voit qu'il y a des dissensions? Mais il y a des dissensions parce que la perception de la menace n'est pas la même, parce que la façon dont on pense devoir réagir n'est pas la même. Mhm. C'est sûr que quand on est dans un pays balte ou en Pologne, la menace est vue comme imminente, directe, très très proche. Mhm. Quand on est plus loin, on n'a pas la même sensibilité parce qu'on se sent très éloigné de ce type d'action. Ensuite, dans la conception de la riposte aussi, il y a des divergences. On entend parler d'un mur de drones, par exemple. Oui. Donc ça a l'air très intéressant. C'est un peu la ligne Maginot. Mhm. Maginot, c'était censé protéger la France contre l'Allemagne nazie. Bon, les nazis, ils ont contourné la ligne Maginot et ils sont quand même passés. Donc il faut se méfier de la défense un peu magique. Mhm. Un mur anti-drone, ça suppose beaucoup de capteurs, beaucoup de radars sur toute la longueur de la frontière entre l'Europe et la Russie. On se rend compte que c'est un peu compliqué, un peu difficile, et Mhm. surtout si c'est pour intercepter des drones un peu sans danger. Oui.
Donc il faut trouver une autre riposte pour que la Russie cesse d'avoir ces actions malveillantes. Donc c'était tout le débat qu'ont les Européens aujourd'hui sur comment faire pour se protéger, parce que malgré tout, il ne faut pas quand même trop de trous dans la raquette pour protéger les frontières, pas paraître faible, mais il faut aussi dissuader. Et toute la difficulté, c'est que le contexte européen, c'est un contexte de finances difficile. Oui. Tous les pays manquent de moyens. Oui, avec des problèmes de budget et on ne le met pas forcément dans la défense. Et on l'a dit, surveiller le ciel, ça coûte très cher et c'est aussi peut-être ça le but de la Russie, c'est de faire surréagir, vous le disiez aussi tout à l'heure, et du coup de devoir on va dire, de devoir investir massivement pour surveiller ce risque. Après, la Russie poursuit plusieurs buts. Il y a à la fois ça, faire surréagir les Européens, leur faire dépenser de l'argent, les faire paniquer. Et après, il y a aussi une façon de tester, parce que les Russes, en faisant voler des drones ou des avions autour d'aéroports, sans traverser la frontière, ils testent justement la réaction, la réactivité des systèmes européens. Est-ce que les objets sont vus assez vite? À quel moment est-ce qu'ils décollent? Est-ce qu'ils font la différence entre un drone malveillant ou un drone de reconnaissance et un drone potentiellement militairement chargé? Parce que, évidemment, la Russie, elle a une stratégie de long terme pour voir où sont les faiblesses de l'Europe et des Occidentaux, pour pouvoir les tester ensuite militairement peut-être, et aussi pour les habituer à une menace permanente. C'est un peu la grenouille dans l'eau bouillante. Et on fait monter la température au fur et à mesure. Et si on considère que des intrusions de drones, c'est acceptable, ils franchiront un cran au-dessus plus tard. Effectivement, et ça, on le verra dans le futur. On parle de l'Europe, forcément, mais il y a la question de l'OTAN aussi, et l'OTAN, c'est les États-Unis. Est-ce que les Américains, est-ce que Donald Trump, après son discours à l'ONU la semaine dernière, semble prêt à nous aider pour ça? Toute la difficulté, c'est que je ne pense pas qu'on puisse se croire maintenant Donald Trump à la lettre. Il dit tout et son contraire. Donc, certes, il a paru être dans un soutien à l'Alliance récemment, mais rien ne dit qu'il ne changera pas d'avis et que ces déclarations seront suivies des faits. Donc il faut quand même se méfier, voir précisément quels sont les actes, les décisions prises par les Américains, et quoi qu'il en soit, prendre des dispositions hautes pour être autonome. C'est un peu l'ambition. Voilà, la Première ministre danoise, elle a dit qu'il faut que les Européens soient en 2030 prêts à se défendre seuls. Quoi qu'il en soit. Après, il ne faut pas croire que Donald Trump va se retirer d'Europe du jour au lendemain, même s'il le voudrait. Parce qu'il y a des militaires qui habitent en Europe et que les faire rentrer aux États-Unis, ça coûte très cher, c'est très compliqué. Donc, quelque part, dans l'arbitrage, peut-être qu'il préférera la facilité et laisser sur place. Le général américain qui commande l'OTAN, c'est à cœur, le général Kankevich, a des mots très clairs aussi d'engagement, de mobilisation pour la défense du continent. Donc, les militaires américains, ils sont tout à fait conscients qu'il y a une nécessité de se protéger, de se défendre contre une Russie qui est agressive. Après, ce qui est difficile, on en a parlé, c'est qu'il y a les règles de l'OTAN, et après, il y a chaque pays qui est quand même souverain dans ses décisions. Donc, il y a des règles d'engagement, c'est comme ça, pour définir comment on intercepte un objet suspect dans le ciel. Et tous les pays n'ont pas le même. Alors, il y a un cadre global de l'OTAN qui fixe un petit peu les limites maximales, mais après, les pays sont aussi souverains. C'est que dans l'hypothèse extrême, on en est encore très 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 loin, où il faudrait neutraliser, détruire un avion russe qui serait menaçant, au bout du compte, c'est quand même le pays du pilote de l'armée qui est engagé qui déciderait si il abat un avion russe. Alors, on est très loin encore, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires dans l'agressivité russe, il y a beaucoup de manières aussi de menacer et de riposter et de faire peur aux Russes pour les alerter contre l'intrusion. Ça peut être soit éliminer l'appareil, soit un tir de semonce, c'est un comportement plus pressant. Donc on est encore très très loin. Mais au bout du compte, il y a quand même une appréciation aussi des États qui vont choisir d'escalader ou pas. Et là, effectivement, tout dépend des armées de chaque pays et de leur conscience du risque. Il y a des pays, la France par exemple, qui sont davantage prêts à prendre des responsabilités parce qu'on a une expérience militaire. Il y a des pays qui, pour le coup, eux, considèrent que sans soutien
américain clair en cas d'escalade, Mhm. il ne faut rien faire. Oui, ils ne veulent pas prendre le risque, eux, de mener quelque part cette escalade. Oui, On exactement. peut le dire comme ça. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Varrot, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce sujet. Je montre aux internautes votre article qu'on peut retrouver sur le site du Figaro. Face aux provocations de la Russie, l'OTAN cherche la parade. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci aux internautes de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Bonne journée.